Bonjour à tous et à tous ceux qui vont nous regarder, nous écouter. Aujourd'hui, je suis en présence de Tristan. Moi, je suis Sophie Marot, créatrice du blog Nous sommes tous des grenouilles. Et aujourd'hui, je tenais à rencontrer Tristan pour parler du sujet du conditionnement. Et ce qui fait qu'avant de rentrer dans le sujet, déjà, je voudrais bien que Tristan vous présentiez auprès de ceux qui nous écoutent dans votre activité. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Sophie, je suis ravi de vous retrouver pour cet entretien. Comment je peux me présenter de manière succincte? Je vais partir de mon état d'aujourd'hui. Depuis un peu plus d'un an maintenant, je me consacre uniquement à l'astrologie, essentiellement en consultation, formation, atelier, stage, des choses comme ça. Et c'est un aboutissement ou une réalisation qui est le fruit d'une vingtaine d'années, on va dire, entre un travail personnel d'abord sur moi, ensuite des études approfondies avec un maître, je dirais, plutôt qu'avec une école. Et puis une, une reprise en main, je dirais, plus personnelle de l'astro. Qui est un domaine qui est très large et qui demande beaucoup de mécanique mémorielle dans des apprentissages où on compile des tas de bouquins et cette façon de fonctionner ne m'allait pas, donc j'ai dû reprendre et retravailler, réintégrer les concepts de l'astrologie par moi-même. Donc il y a eu un gros travail individuel d'écriture autour de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est à la fois une vocation, une profession. J'aime pas tellement le mot de profession dans l'astro parce que pour moi c'est plus une vocation d'accompagner les gens. Je suis plus dans le professionnel quand je donne des formations et plus dans la vocation quand j'accompagne. Mmh. Et, et voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire en introduction comme ça. Merci. Moi, je vous ai découvert avec le blog L'astrologie autrement et j'ai découvert tous vos écrits et c'est vrai que ça a été pour moi, qui fait de l'astrologie aussi, un bon support pour avoir plus de connaissances et un autre regard aussi. C'était très nourrissant. Donc, j'aime beaucoup le travail que vous faites et comment vous rendez l'astrologie très accessible. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de cet entretien avec vous, parce que voilà, c'est important pour moi aussi de m'entourer avec les gens qui résonnent dans mon travail. Moi aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble du conditionnement. Votre regard m'intéresse fortement parce que dans mon blog, Nous sommes tous des grenouilles, ça part vraiment de cette allégorie de la grenouille que je vais reposer ici au cas où il y a des gens qui n'en aient jamais entendu parler. Qui en gros explique que si on jette une grenouille dans de l'eau chaude et bouillante, ben, elle va sauter et s'enfuir. L'instinct de survie répond immédiatement et voilà, elle sort de la casserole très très vite. Alors que si on pose la grenouille dans de l'eau froide et qu'on monte la température degré par degré, tout doucement, et que la température augmente jusqu'à devenir très bouillante, on se rend compte alors que la grenouille se laisse cuire quoi, complètement et ne réagit pas au danger. Et quand j'ai découvert cette allégorie, moi, ça a fait un truc dans mon quotidien. Je me suis dit, oh, mais en fait, je suis une grenouille qui est en train de cuire. Ça a vraiment été pour moi la prise de conscience que j'étais en train de me laisser cuire, moi aussi, dans une vie, dans un système qui m'étouffait, en fait. Et en fait, toute l'idée, c'est que l'anesthésie, hein, ça nous anesthésie. On est tout, on se sent plus la force et après on se laisse complètement embarquer. Voilà. Et je trouvais que ça illustrait bien ce que je vivais à ce moment-là quand je l'ai découvert. C'était en 2014, je crois. Et je trouvais que ça illustrait complètement comment le monde aussi pouvait se satisfaire de situations en se disant que de toute façon il n'y avait pas le choix et que c'est comme ça et qu'on continue et on fait monter l'eau, on fait monter la température et puis jusqu'où on va aller, jusqu'à mourir, quoi.
Donc, je trouvais cette image puissante et ça a été le déclencheur de la création du blog Nous sommes tous des grenouilles, qui aujourd'hui, que j'ai allié avec l'astrologie, parce que aussi l'astrologie est l'outil qui m'a aidé à sortir de ma casserole. Et après, voilà, j'ai accompagné d'autres personnes sur le chemin qui se présentent à moi et j'espère les aider aussi à ça sur leur chemin. Et en fait, bon voilà, et toute ma vie aujourd'hui, elle se tourne autour de cette idée de comment je sors de mes conditionnements. Je suis devenue maman en 2017 et ça aussi, ça m'a fait énormément sortir de mes conditionnements éducatifs, etc. Donc aujourd'hui, je vois ma vie, que je la déconditionne chaque jour, tous les jours, je suis challengée là-dessus. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de savoir ce que Tristan pense du conditionnement et comment c'est pour lui la définition du conditionnement. Voilà. Ok. Moi, je vais partir sur le sujet du conditionnement, mais juste avant, peut-être comme un contrepoint pour essayer d'ouvrir la perception des choses. Il y a une autre chose qui je connaissais l'histoire des grenouilles. Ouais, ça fait longtemps que je connais le principe de la grenouille qui cuit dans la marmite. Il y a un autre aspect important dans la vie des grenouilles qui est extraordinaire et qu'il faut regarder, c'est-à-dire que cette capacité de la grenouille est aussi un outil de résilience extraordinaire. Il y a des grenouilles qui passent l'hiver en se faisant congeler et elles ne pourraient pas le faire s'il n'y avait pas une baisse de température lente qui les amenait à un moment à être figées, passer quelques semaines ou quelques mois en état de glace en fait. Hein. Tout le corps est glacé. Et quand la chaleur revient, eh ben, elle reprend vie. Donc, ce qu'on observe chez la grenouille et qu'on voit comme un danger, c'est d'abord une faculté naturelle d'adaptation au climat, ou à la température. Alors, il y a des animaux qui se réchauffent de l'intérieur. Là, c'est un animal qui va plutôt adapter tout son métabolisme aux conditions extérieures, jusqu'à être capable de le mettre en arrêt pour pouvoir attendre des conditions meilleures et revivre. Donc, cette vision de la grenouille, il faut aussi l'intégrer comme étant d'abord une capacité naturelle. Et le danger ne vient pas de cette capacité que nous pouvons avoir d'adaptation, mais de la manipulation qui peut être faite de cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'une grenouille dans la nature, elle va pas bouillir dans une marmite. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'assez pervers pour la mettre dans une casserole d'eau froide et voir ce qui va se donner quand on augmente la température, qu'elle est en danger. Elle n'est pas en danger parce qu'elle est elle-même une grenouille hyper adaptable. D'accord ? Donc c'est le point qui est pour moi important pour qu'on ait le bon regard sur les choses, c'est-à-dire ne pas se dire qu'on est des grenouilles, donc on est en danger. Non, non, s'il y a un danger, c'est parce qu'il y a des gens qui, peut-être dans notre environnement, utilisent nos plus belles capacités pour les pervertir et jouer avec. Le danger peut venir de là. Ouais, ça m'a fait penser à ça, en vous écoutant raconter l'histoire de la grenouille dans la casserole, j'ai eu tout d'un coup l'image à côté de celle qui traverse l'hiver en se faisant congeler. C'est pas toutes les grenouilles, hein, c'est une certaine espèce de grenouilles qui ont cette capacité. Ouais. Hop, je vais couper mon téléphone. Alors, la question du conditionnement, est-ce que vous pouvez juste redonner la phrase, la question que vous aviez par rapport à ça pour que je le prenne de ce bout-là? Pour moi, la question, c'est déjà, c'est quoi pour vous la définition du conditionnement? C'est quoi votre regard sur le conditionnement? Comment vous définissez ça de votre point de vue? Ok. Je vais le prendre sur le radical du mot, hein, parce que quand on dit conditionnement, on pense tout de suite à l'action de conditionner. Et donc, on revient dans cette mécanique de celui qui essaie de manipuler. Moi, ce qui m'intéresse dans le radical, c'est la notion de condition.
C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des conditions de vie dans l'existence ou est-ce qu'on est libre de tout? Et je pense qu'une grosse partie d'erreur dans la perception des contraintes de nos vies ou dans le besoin d'avoir un libre arbitre absolu vient du fait qu'on n'accepte pas l'idée que la vie se développe avec des conditions. La vie sur Terre, en tout cas, telle qu'on l'aperçoit et telle qu'on la vit dans un monde incarné avec des conditions qui sont extérieures à nous, et puis avec un corps dans lequel on évolue, elle est bourrée de conditions. Et ça, dès la naissance. Vous intégrez un corps, il est en bonne, il est en mauvaise santé. Vous intégrez une famille, elle est aimante, elle est violente, elle est fonctionnelle, dysfonctionnelle. Vous intégrez une ethnie, vous êtes de la bonne ethnie au bon endroit, ou alors vous êtes au contraire dans l'ethnie qui est ostracisée, etc. Vous intégrez une condition sociale, vous êtes conditionné par la pauvreté ou au contraire une autre forme de conditionnement aussi, hein. Tu es héritier, tu devras maintenir l'héritage. Je suis pas libre. En fait, on a énormément de conditions qui sont dès la naissance construites autour de l'émergence d'un être au monde. Bien avant même que l'éducation nous polie dans un sens, etc. Et donc, en fait, le conditionnement n'est pas quelque chose dont on peut se défaire comme une abstraction ou un bug de l'existence. Elle fait partie de l'existence. Et c'est une contrainte de notre vie que d'avoir accepté certaines conditions. Ce sont les bornes de notre existence. Si on veut faire une expérience, l'expérience, elle a besoin d'être encadrée et conditionnée. Si on est libre de tout, en fait, on va se retrouver dans un absolu qui ne permet pas de se définir ou de se déterminer. Et je vais reprendre un peu l'image de la grenouille par rapport à ça. C'est euh, euh, une image qu'on peut développer avec différentes formes d'allégorie. Mais si je vous mets vous dans un bain à eau tiède et que je maintiens la température parfaite pour que le corps ne se sente ni dans le froid ni dans le chaud pendant un temps et que vous passez du temps dans ce bain. Moi, c'est des choses que j'ai fait dans ma vie, que j'aime bien faire de temps en temps quand il y a besoin de se relaxer très fort, etc. Mais quand on essaie de développer cette expérience au maximum, c'est que vraiment on reste très très longtemps dans ce bain. Ben, au bout d'un moment, notre perception des limites de notre corps et de notre environnement commence à se dissiper. On est de moins en moins conscient de nous dans notre environnement, si notre environnement nous apporte la condition qui est exactement la même que nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, mais c'est quand il va y avoir un accident au chaud, l'eau froide diminue et je commence à grelotter, que je vais reprendre conscience de moi. Si on nous met dans de la ouate, dans un état ou une condition où tout est censé nous convenir, à ce moment-là, on commence à se diluer dans notre espace. On commence à se disperser, dans notre conscience commence à se disperser dans l'espace qui nous entoure. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, l'expérience de vivre, l'expérience d'être au monde, c'est une expérience d'arriver dans une différenciation, dans une individuation qui a sa différence et qui a ses aspérités par rapport au milieu. D'accord? Et pour qu'il y ait ces aspérités, il faut qu'il y ait des conditions qui soient inconfortables. Si tout était dans le confort, on ne pourrait pas faire l'expérience de qui on est par rapport à ce qu'on est en train de vivre. On serait dans de la boîte. Voilà. Et dans ma perception ou ma compréhension de la vie,
Euh, L'existence, le fait d'être, c'est une singularité du tout qui s'est distingué pour faire l'expérience de lui-même. C'est des choses Mm. que Neil Donald Walsh, je pense, explique. Je ne sais plus d'où j'ai trouvé cette information en premier, si c'est lui ou d'autres, mais c'est quelque chose qui résonne très profondément en moi que être, c'est en fait se singulariser et que le divin ou le créateur ou la création ou cette conscience au départ qui est tout s'est explosé. Et c'est peut-être ça l'idée Mm. du Big Bang pour pouvoir s'expérimenter elle-même parce que en étant tout, en fait, la conscience de soi ou la conscience d'être n'est plus la même. Donc, je Mm. m'explose, je m'explose dans des choses qui ne sont pas moi, qui sont des différences par rapport à un absolu, à, à une totalité. Et donc, je vais rencontrer des aspérités. Je vais rencontrer des choses qui sont différentes de moi. Et la condition de vie, la condition d'existence, c'est cette condition de séparativité ou de séparation qui fait que on peut se sentir seul, on peut se sentir incomplet, on peut se sentir insuffisant, on peut se sentir en manque d'eux, etc. Et qu'il y a toutes ces expériences-là et toutes ces difficultés qui peuvent être construites par toute forme de condition. Une condition qui peut être un handicap, qui peut être une éducation qui a mis en place des choses, qui peut être tout un tas d'éléments, Mm. un corps, un lieu de vie ou tout ce que vous voulez. Mm. Donc, euh, à la base, je considère la condition ou le conditionnement comme un des éléments qui est constitutif de l'expérience même d'être et de vivre. Mm. Donc, je n'ai pas de lutte par rapport à ça, par Ok. rapport à la notion du conditionnement Mm. ou de la condition. Je la prends toujours, que ce soit pour moi ou pour les gens que j'accompagne en consultation, comme les outils de l'expérience. Mm. Euh, Même si ces outils peuvent être super difficiles dans certains cas, hein, les Oui, gens oui, tout à fait. qui naissent avec un handicap, c'est compliqué. Mm. Et un gars qui est hyper intéressant pour ça à écouter, c'est Filippo Di Borgio. D'accord. C'est c'est euh, c'est le personnage réel du film Intouchable, celui qui est handicapé Tout à fait. tétraplégique. Ouais, ouais. Et il est passionnant parce que il a intégré cette condition extrême comme son outil de développement personnel Mm. pour développer sa spiritualité, pour développer sa conscience d'être dans le monde. Et quand il parle de lui, quand il était valide, il parle de lui presque comme un inconscient et un imbécile qui est passé par cette épreuve, qui a conditionné tout d'un coup toute sa vie à le réduire dans son mouvement et sa capacité de liberté, hein, ça l'a enfermé dans son corps, et qu'il a développé chez lui euh, une conscience beaucoup plus pointue, beaucoup plus fine, beaucoup plus présente au monde. En fait, Mm. il est plus présent au monde après son handicap qu'avant. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Donc, d'un côté, on a les conditions et de Ouais. l'autre côté, on a la conscience. Mm. Et pour moi, le travail, c'est pas de lutter contre la condition, mais c'est de mettre de la conscience sur qui on est avec les conditions que l'on Clairement. transporte. Ouais. Ouais, c'est super intéressant comme regard. Je savais que vous alliez avoir un truc qui s'ouvre comme ça, là. Cette idée de ne pas lutter justement contre un conditionnement, mais de faire avec ce qui est là. D'ailleurs, Mandela est aussi un bel exemple. Je veux dire, on l'a mis en prison. Exactement. Mandela, c'est un exemple que je donne Ouais, souvent parce que c'est c'est énorme. quelqu'un qui, dans un conditionnement extrême, par la conscience de lui-même, a fait vivre son environnement à sa vibration et à son rythme. Ouais, Il le raconte ça en disant que il faisait marcher ses geôliers à son à pas. son pas. Ouais. Donc Et c'est c'était un exercice presque qu'il faisait de se mettre en conscience, d'être à son pas et donc d'amener les autres à marcher ouais, à son pas, ouais. alors Ouais, que ça c'était c'est lui un le bel prisonnier. exemple. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un bel exemple.
Bah, déjà, merci pour ce bel éclairage. Ouais, ça me donne plein de nouvelles ouvertures. C'est chouette. Et ce qui fait que de là, suite à ça, cette belle définition là, est-ce qu'il y a un endroit du thème, c'était un petit peu ce que je me demandais là, en astrologie, hein, cet outil qui permet de mettre de la conscience sur soi et de mieux se connaître justement pour faire avec, hein, et non pas faire du et pas du ou. Une autre question que j'avais et que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est vraiment quand on parle de ça, des conditions, à quoi vous pensez dans le thème? Est-ce qu'il y a un secteur, une maison, des planètes? Enfin, voilà, quand on parle un langage astro, est-ce qu'il y a des endroits dans notre thème qui peuvent être une clé de compréhension ou en tout cas justement de pouvoir faire avec, euh, de mieux comprendre d'où on arrive, avec quoi on arrive et qui nous conditionne du coup. Je vais repartir plutôt de choses un peu anecdotiques pour répondre Ouais, à cette question. ok. En astro, je travaille depuis des années sur une compréhension de plus en plus profonde du chemin de vie, ce qui est montré par Mm, les nœuds lunaires. mm, Et il m'est arrivé à de multiples reprises, vraiment, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Quand je suis en consultation avec une personne qui n'avait pas conscience du thème ni du chemin de vie et que la question apparaît, c'est-à-dire que ce qu'elle amène comme questionnement m'amène à regarder cet endroit du thème et d'en exprimer le parcours ou mm, le chemin, euh, que les personnes aient deux réactions. D'abord, une forte résonance qui fait qu'elle comprend pourquoi elle traverse certaines choses, pourquoi il y a une souffrance, pourquoi en même temps il y a un défi et que ça paraît difficile. Donc il y a une étape de résonance comme ça qui s'intègre. Et immédiatement après, il y a, mais alors ça veut dire on est totalement déterminé. mm. Voilà. Il y a ce questionnement qui arrive très vite après, c'est-à-dire de ramener cette prise de conscience qu'il y a une structure dont on n'avait pas conscience qui organise un petit peu le parcours de vie d'une personne, cette prise de conscience que cette structure invisible a une prégnance forte sur la vie, amène la personne à se questionner sur son déterminisme, Mm, avec des questions du genre mais ça veut dire que tout ce que j'ai cru faire en conscience avait d'abord été déterminé à l'avance. Et là, on en rentre dans la question du conditionnement en astro ou du déterminisme. mm, Euh, pour moi, ce questionnement par rapport à l'astrologie, euh, je, je le, je le retourne, hein, cette angoisse tout d'un coup qui arrive. Ah, mon Dieu, il y a un truc qui me détermine. mm, Je m'en suis pas rendu compte avant. Justement en expliquant qu'on est farci de conditionnement et que ça nous pose pas de problème. mm, C'est-à-dire que tout ce dont j'ai parlé avant, les conditionnements biologiques, familiaux, culturels, ethniques, géographiques, nationaux, tout ce que vous voulez, sont intégrés dans notre vie comme quelque chose que l'on peut accepter. Il y a juste une idée qui est que on pourrait, comme on les voit, ces autres conditionnements, on pourrait les transformer. Alors que l'astro, c'est un truc qu'on voit pas, et on a l'impression que du coup, on peut mm, pas agir dessus. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. C'est justement c'est en prendre conscience qui va permettre de mettre une conscience sur notre structure énergétique et qui va nous permettre de jouer avec notre état qui nous conditionne pour nous déterminer. Et mm, c'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire que on a peur du déterminisme parce que on ne sait pas jouer avec. mm. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, on va déterminer quelque chose en nous-mêmes. Tout à fait. Je fais le choix bah tiens, de me marier avec telle personne et d'avoir un enfant. C'est un choix,
mais c'est une sacrée détermination, enfin, c'est un sacré déterminisme que je suis en Ouais. train de mettre en place. Ouais, C'est ouais. énorme. Donc en fait, le déterminisme, c'est, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une façon de se déterminer. Mm. Ok. Et quand vous avez mis en place ça, vous comprenez aussi que les conditions de votre expérience aujourd'hui sont déterminées par des choses qui sont antérieures que vous avez construites. Donc, pour moi, le thème de naissance, il montre un choix d'expérience qu'on a fait avec des outils, un chemin de vie, une construction, des aspérités ici, des facilités là, ou tout ce qu'on veut. Et ce choix d'expérience, cette expérimentation-là, elle a été déterminée par un choix antérieur de ce qu'on a pu faire dans d'autres vies, etc. Euh, pour ceux qui croient à la réincarnation. Après, quand on ne croit pas à la réincarnation, j'aime pas le mot croyance, je dirais plutôt quand on n'a pas conscience de la réincarnation, Mhm. c'est très compliqué de vivre parce que Mm. on n'a aucune explication euh, humainement euh, acceptable du fait que notre vie semble construite sur des injustices en Mm. permanence. Tous les gens qui naissent avec des conditions hyper disparates, il y en a un dont on va considérer qu'il a de la chance et l'autre, il n'en a pas. L'autre, il est arrivé dans les pires conditions possibles. Ouais. Ça, tant que vous n'avez pas mis en conscience que l'expérience d'une vie, c'est un filet c'est un trait d'union dans une immensité, Mm. et qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour de ce trait d'union, qui expliquent pourquoi il y a cette expérience qui est faite à un moment donné. Tant que cette conscience n'est pas en vous, euh, vous pouvez soit être dans la lutte et la colère est permanente, Mm. soit être dans le cynisme. C'est des attitudes qu'on retrouve chez des gens qui n'ont pas développé cette conscience, c'est que Mm. soit ils sont cyniques, c'est-à-dire de toute façon c'est nul, rien ne vaut le coup d'être vécu, Mm. il y en a qui ont du bol et il y en a qui n'ont pas de bol, hein, 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 on s'est compris. Euh, En fait, non, c'est pas ça. Donc, euh, ce qui est de l'ordre du conditionnement dans le thème, pour moi, c'est tout le thème. C'est euh, comme une autre fois, on me demandait c'est quoi pour moi l'astrologie karmique. Je dis pour moi, ça n'existe pas l'astrologie karmique parce que l'astrologie en elle-même est une résultante, cette expérience choisie, cette construction choisie, de choses qui sont antérieures. Donc on pourrait dire tout est karmique dans un Mm. thème. Euh, Parce que c'est la construction d'un choix d'expérience qui est déjà une résultante d'autre chose. Mm. Euh, donc dans le thème, pour moi, euh, tout montre euh, une forme de conditionnement. Alors après, on pourrait dire il y a des conditionnements qui sont plus libérateurs et d'autres plus aliénants. On pourrait dire qu'est-ce qui est aliénant dans le thème, qu'est-ce qui est libérateur. Ouais. On pourrait développer des subtilités comme ça. Mais si on reste vraiment sur cette thématique de c'est quoi les conditionnements dans le thème, bah, tout. À tout. Avoir, Mm. avoir un soleil en bélier est un Aussi du conditionnement conditionnement. de la manière dont notre énergie de vie fonctionne, Mm. mais l'avoir en balance, tiens, c'est le signe opposé, c'est un autre conditionnement de la manière dont l'énergie va circuler en nous et comment elle va se transformer. Et en fait, tout est un agrégat de Mm. conditions qui créent une expérience de vie C'est ça. particulière. Mm. Ce qui explique aussi pourquoi la connaissance de son thème est vraiment une vraie porte de mise en lumière de qui on est. Enfin, moi, c'est ce qui m'a aidé énormément à comprendre comment je fonctionnais, avec quelle énergie, et du coup à mieux accepter. Parce qu'il y a ça, hein, c'est Mm. quand on rentre en lutte avec ce qui se passe à l'extérieur, dans nos relations, dans notre travail, dans notre vie
pour nos émotions, peu importe, hein, chacun a ses propres freins, quoi. Mais là où quand on commence à ne pas à rentrer en lutte et à essayer de... Parce que pour moi, il y a aussi dans le conditionnement, il y a aussi ça, c'est ce regard extérieur, en fait, ce que la société, par exemple, donne par des conditionnements médiatiques, publicitaires, comme on veut, hein. Je veux dire, par exemple, l'image, c'est ce qui me vient là, mais comment on montre ce qu'est une femme, hein, sur les publicités. Donc, on conditionne les gens à avoir une image de la femme de telle manière et d'un homme de telle autre manière. Ça va construire des choses à l'intérieur de nous. Donc, c'est quand même des faits extérieurs qui viennent nous confronter aussi à l'intérieur de nous, à dire faut que je sois comme on me demande, voilà, comme c'est ça apparemment le truc bien. Donc si on n'est pas à l'écoute, moi je sais que l'astro a énormément permis de revenir justement à, comme vous disiez au tout début, à ce corps qui se confond avec son environnement et qui a plus de limites, en fait, qui a plus de contours à un moment, et m'a permis de me réintégrer dans mon corps et de me dire ah oui, mais en fait je pense peut-être, enfin voilà, je ressens peut-être pas cette même chose, je vis pas mes émotions de la même manière que machin. Et il y a moi ça m'a aidé en tout cas à me rendre compte que j'étais unique et que j'avais mes propres fonctionnements qui étaient plus ou moins gérés selon les situations, mais et que je devais faire avec et apprendre à faire avec. Et c'est là que j'ai compris que je devais apprendre à faire avec moi et que je devais apprendre à me connaître. Et je trouve que, enfin moi, ce que je rencontre beaucoup, c'est des gens qui sont hyper influencés par le monde extérieur qui leur dit il faut avoir une maison, des enfants, un travail dans lequel tu gagnes de l'argent et tu seras heureux. Et en fait, résultat des courses, ces gens-là, ils sont devant moi et ils me disent ma vie n'a aucun sens, je sais pas pourquoi je suis là, à quoi je sers, ma vocation c'est quoi. Et en fait, c'est comme ce Graal qu'on a mis sur la vocation, là, de savoir que c'est parce que tu auras une vocation que tu seras heureux. Tout ça, c'est des choses qu'on nous a inculquées petit à petit par des conditionnements, des messages qu'on nous a fait comprendre à l'école, par les parents, peu importe. Hein. Voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Alors, en gros, c'est vrai que je trouve que la lecture du thème natal permet ça, en tout cas, de revenir à soi et de retrouver ses contours, en fait. Oui. C'est vrai que la construction de la société balise la compréhension ou l'intégration ou l'acception ou la lecture de l'être humain et de son parcours de vie dans des normes qui sont hyper réductrices, rigides et qui sont inadaptées en fait. Moi, j'ai un de mes enseignants qui a vraiment nourri mon esprit et qui l'a ouvert pendant des années quand j'étais jeune. J'ai lu Krishnamurti, voilà, comme ça j'en ai bouffé parce que j'avais, je pense, besoin de faire péter mon cerveau et que de conditionnement justement, et que Krishnamurti il avait cette capacité à prendre un mental par ses propres questionnements et l'amener à un point où tout se retourne et on se retrouve avec sa question en disant mais qu'est-ce qu'elle est con ma question. Les commentaires sur la vie de Krishnamurti sont géniaux pour ça. Et il disait en fait, c'est une phrase qu'on commence à entendre en ce moment, c'est drôle parce qu'avant c'est un philosophe ou un penseur ou un être éveillé qui passait plus inaperçu, mais c'est marrant, en ce moment, on l'entend on la voit et on la lit assez souvent, cette phrase. Il a dit, ce n'est pas un signe d'être en bonne santé non, ce Une n'est société pas un... malade. Oui, voilà, d'être bien adapté dans une société profondément malade. Ce n'est pas un signe d'être en bonne santé, d'être adapté dans une société profondément malade. C'est ça. Et en fait, on est dans une société profondément malade, et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire de la grenouille, c'est-à-dire que le problème, c'est pas que la grenouille, elle s'adapte à son milieu, c'est qu'il y a un barjot qui la met dans une casserole pour la faire bouillir. C'est ça. Le problème, il est là.
Après, c'est vrai que la conscience de la grenouille, c'est pas mal si à un moment elle peut se dire, mais ce mec-là, en fait, c'est pas le climat qui change, c'est un barjot qui est en train de me faire cramer. Et c'est peut-être ça l'idée, hein, c'est Mm. de prendre conscience que notre capacité d'adaptabilité, d'adaptation, n'est pas forcément liée à un changement climatique, mais à un truc qui est bizarre et qui se passe. Ouais. Donc, je reviens à l'astro. L'astro, euh, je dis souvent ça, c'est une connaissance euh, qui est complète et qui est à tout ce qu'on veut. Elle est apolitique, elle est asociale, elle est amorale, elle est à religion. Mm. C'est une observation de la structure de l'énergie, euh, une énergie subtile qui, pour l'instant, on n'a peut-être pas encore vraiment conscience euh, de ces modes de fonctionnement. Pour moi, ça n'a rien à voir avec du symbole magique. C'est vraiment un phénomène, même si on n'en a pas encore conscience sur un plan physique. Il y a un phénomène de structure d'énergie autour de l'astro qui se fout totalement des normes de la société. Mm. Et notre difficulté, c'est que on n'arrive pas à se connaître parce que, en effet, les conditions sociales ont imposé des formes de cadres assez rigides dans lesquels la structure que l'on porte ne fonctionne pas. Mm. Donc, se connaître à travers l'astro, c'est connaître son fonctionnement sur le plan énergétique. Et Mm. c'est super important parce que ça veut dire que quelqu'un qui a par exemple une construction de vie qui ne matcherait pas avec une structure sociale dans des attentes qui sont euh, de performance économique, de performance de reproduction de l'espèce, je ne sais quoi. Hein, quelqu'un qui n'a pas du tout envie de rentrer Mm. dans ce schéma, parce que sa structure à lui est complètement différente. Il va se retrouver en décalage avec les attentes de la société, un peu comme un carré qui voudrait rentrer dans un rond. Mm. euh, il reste en tension permanente et il n'y a rien qui se passe. Ou Mm. ce qui se passe, c'est une vie qui n'a pas de sens. Et l'astro permet de s'identifier, de voir qu'on est un rond et pas un carré, et de pouvoir faire fonctionner notre énergie en comprenant que on n'a pas à répondre aux attentes, à certaines attentes de la société sur un plan normatif, mais qu'on a un mode de fonctionnement qui est différent. Mm. Par exemple, dans le chemin de vie, dans les nœuds lunaires, c'est hyper intéressant avec les gens qui ont un chemin de vie qui va de la maison 6 vers la maison 12. Ok. Parce que c'est des gens qui progressivement lâchent la productivité pour aller Mm. se donner du temps à eux et en fait à entrer dans une énergie une forme de vie beaucoup plus vacante. En fait. Mm. Quand les gens ne le savent pas, ils sont en souffrance. Mm. Ils comprennent pas ce truc. Après, c'est difficile, c'est aussi des actes de foi à faire à certains moments de sa vie, de lâcher des modes de fonctionnement ou de s'ouvrir à des modes de fonctionnement qui nous paraissent dangereux. Mm. Donc, c'est vrai que pour une personne qui a un chemin de vie comme ça peut lui paraître dangereux de lever la pédale sur sa manière d'être au travail, d'être très dans la servitude. Mais s'il le fait et qu'il intègre vraiment ce parcours, en fait, tout autour de lui va l'aider à faire ce parcours. Mm. Euh, avec une finalité qui n'est pas la finalité qui est attendue dans une construction sociale ordinaire normative comme on peut les voir autour de nous. Mais c'est la vie qui va concourir en fait à l'aider à faire ce parcours en marge, un petit peu de côté par rapport à ce que la société aura attendu de lui. Donc euh, l'astro est hyper intéressante pour ça, Ouais. parce qu'elle nous permet de nous regarder euh, tel qu'on est, de nous réaligner par rapport à notre construction pour redevenir fonctionnel quand on a eu l'impression d'être entré dans une dysfonction par Mm. rapport à notre environnement.
Et ça, c'est vraiment un, un des, un des outils majeurs pour moi de l'astro. Enfin, Ouais. c'est pas une fonction, mais c'est un apport extraordinaire de pouvoir se comprendre, se réaligner avec sa propre structure et son propre fonctionnement, et redevenir fonctionnel, même si ça a l'air d'aller à Ouais. l'encontre d'une construction sociale. Ouais, et que du coup, ça nous fait peur parce qu'on fait différemment de ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, en fait, finalement. Avant, on fonctionnait, Oui, par exemple, celui qui a le nœud lunaire en 6, le nœud sud en 6, il va être confort avec cette, enfin, entre guillemets, il va croire être confort, mais à un moment donné, oui, l'empêcher d'avancer finalement. Et c'est oui. un peu c'est vraiment cette image-là. Bon, après, dans la grenouille, hein, c'est ce truc où elle prend conscience, que moi, je me rappelle, hein, quand j'ai. Moi, ce qui m'a créé le déterminisme dans ma vie, où je me suis dit, oh, je suis déterminée, c'est quand on m'a fait découvrir l'énéagramme et on m'a fait découvrir à quel point j'étais prévisible dans mes réactions par rapport à un numéro. J'ai halluciné. Là, vraiment, je me suis écroulée parce que je me suis dit, mais en fait, je suis un numéro, en fait. Au début, ça a été vraiment le truc vraiment violent. Et puis bon, ensuite, ça a cheminé parce qu'évidemment, c'est la prise de conscience, quoi. Et ensuite, l'astro est venu à moi, m'a ouvert à qui j'étais. Et à ce moment-là, il y a comme un. Enfin, chez moi, ça a été comme ça. Je ne sais pas si pour tout le monde, ça se vit comme ça. Mais ce truc où on est dedans, là, ça boue, on sent bien qu'on n'est pas bien, on prend conscience de plus en plus de qui on est. Et là, il y a ce temps-là, entre le moment où on a pris conscience de ce que l'on est, qu'on est en train de se réapproprier nos contours, de qui on est, de comment on fonctionne énergétiquement, qu'on est en train donc de se rendre compte à quel point on a répondu à des conditionnements extérieurs, et donc souvent il y a de la colère ou du fatalisme. Ouais, moi, c'est ce qui un peu est arrivé. Et ensuite, il y a comment je fais pour sortir de ça, quoi. Comment je fais pour me libérer. Et c'est vrai qu'à l'époque, je focalisais là-dessus, hein, du style, il faut, maintenant que je sais que je suis ça, je ne peux plus répondre à ce modèle-là. Sauf que c'est là où il y a le saut dans le vide, ce truc où on se dit, mais enfin, mais qu'est-ce que je vais faire, comment ça va prendre forme, comment je peux faire autrement. Et avec l'expérience, je me rends compte que en fait, c'est petit pas par petit pas. Il y a des choses qui se reconstruisent énergétiquement, des événements de vie qui nous obligent à reprendre pouvoir dans nos décisions. Il y a toujours un moment où un événement extérieur vient à nous et il faut lui dire non parce que c'est l'événement qui se répète et qui était justement néfaste. Et pour moi, l'astro, elle donne cette force de se dire, en fait, là, je vais pas re-rentrer dans le même jeu, en fait. Là, il faut que je dise non à ça. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais c'est vrai que, bah voilà, celui qui a son nœud sud en 6 et qui a l'habitude d'être dans le faire et dans le quotidien, là, quand on lui dit, bon, bah en fait, tu te mets les pieds en éventail, c'est des moments de retraite. Pour lui, c'est un truc, mais comment je peux faire? Je suis pris dans le quotidien, j'ai plein de choses à faire. Voilà, je sais pas ce que ça vous évoque quand je dis ça, mais Euh, j'ai noté deux choses en vous écoutant. Pour revenir sur le thème central qui est le conditionnement, ouais. euh, et qu'il faut en fait ne pas regarder comme tel, Mm. juste, mais de comprendre, quels que soient les conditionnements qu'on traverse, à quoi ça sert. Ouais. Et en vous écoutant parler de votre parcours, pour moi, ça sert à l'émergence de la conscience. Mm. Euh, c'est le fait de vivre ce décalage complet entre ce qu'on ressent de quelque chose d'intérieur et une contrainte extérieure qui vous fait faire exactement l'inverse. Ou si on reprend l'exemple de la grenouille, d'arriver à un point de, de- de- d'hostilité du milieu qui peut nous anéantir, Mm. qui fait que la conscience peut émerger en fait Mm. et dire oups.
je sors de la casserole, ça va pas. Mais je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la casserole. Peut-être que cette casserole, elle est sur un pic et qu'il y a 200 mètres avant de pouvoir toucher le sol et je vais m'écraser, mais c'est pas grave, il faut que je saute de la casserole. Et donc, à un moment, il y a l'émergence de la conscience qui devient plus importante que d'accepter une forme de souffrance à laquelle on s'est adapté gentiment, 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 gentiment. Et c'est ce qu'on vit, je pense, en ce moment de manière collective et assez forte. C'est que le feu augmente sous les casseroles, et la contrainte, elle comprime, et plus elle comprime, plus il y a des gens qui commencent à sauter de la casserole. Ouais. Tout en sachant pas sur quoi ils vont tomber, mais il y a cette émergence de la conscience qui apparaît comme ça. Et on a plusieurs manières de regarder ça. Soit de dire vraiment les mecs qui mettent le feu sous la casserole, c'est des gros salauds. Et je suis très en colère contre eux. Et il faut que je fasse quelque chose, etc., etc. Il faut que je me mette en lutte, il faut que je me mette en combat contre ça. Soit de regarder que ce sont les conditions nécessaires à l'émergence de la conscience au stade de conscience où l'humanité se trouve aujourd'hui. Ou si je vais envie de me regarder que moi, les contraintes que je vis aujourd'hui, les difficultés que je vis aujourd'hui sont les contraintes et les difficultés nécessaires à faire émerger une autre forme de conscience chez moi, qui était encore endormie. Voilà. Je traverse un épisode de vie comme ça. J'en parlerai juste après par rapport au nœud lunaire, justement. C'est important. Et ouais, il y a quelque chose qui est difficile, mais qui me demande à faire un saut hors de la casserole et sans savoir où est-ce que je vais atterrir, quoi. Donc, en fait, et surtout en ce moment, c'est super important, avec l'axe des nœuds lunaires en ce moment qui est en Sagittaire Gémeaux. Si on essaie de se mettre dans une lutte frontale contre la contrainte, on ne va que renforcer la difficulté et pas du tout faire émerger la conscience. En ce moment, l'émergence de la conscience, c'est retrouver la joie de vivre, prendre chaque jour l'un après l'autre. Ne pas se projeter sur des choses qui n'ont plus de sens. En fait, quand on essaie de se projeter en ce moment, on essaie de revenir en arrière. Donc on fait des projections qui sont des regards en arrière, en fait. Oh, mon Dieu, j'ai peur de ce qui arrive et il faut que je me trouve un objectif, un but, pour revenir à l'état d'avant, en fait. Donc c'est absurde, en fait, c'est ça. Et donc en ce moment, on est dans une période avec le nœud en Gémeaux, au contraire, c'est réouvrir tout ce qui est autour, notre regard sur tout ce qui est autour de nous, pas plus loin que 1,50 m, et aller se nourrir de toutes les expériences qui sont accessibles plutôt que d'essayer de se projeter. Ouais, je suis parti loin là. Ouais, mais c'est intéressant. Oui, je reviens sur l'astro par rapport à ce que vous disiez. Et ce que ça permet de faire, j'ai noté ça en vous écoutant, c'est la force de lecture. C'est-à-dire que l'astro, c'est pas un truc magique pour moi qui fonctionne dans l'inconscience, mais il y a une vraie force de lecture de qui nous sommes dans l'astro. Et cette force de lecture va nous permettre de nous observer et de jouer en fait avec la vie, d'avoir une compréhension de mécanismes qui vont permettre de jouer le rôle en conscience, en fait. Et par rapport à ce qu'on vit à l'extérieur, en fait, plus ça va, plus dans l'astro, je mets dans ma lecture, j'ai une lecture qui est en permanence en train de voir la forme intérieure que prend une configuration et sa manifestation extérieure.
et de mettre les deux en relation tout le temps. C'est-à-dire, ce que les énergies d'un thème astral montrent, et puis du mouvement de l'astrologie, ce que ça montre peut engendrer certaines formes d'événements extérieurs qui sont tous toujours en corrélation avec une conscience intérieure. Et donc, la difficulté extérieure va être liée à la tension intérieure. Et la tension intérieure, elle est souvent liée à l'absence de mise en conscience de ce que nous sommes, en fait. Et quand on met en conscience ce que l'on est, on arrive à transformer cet état intérieur qui transforme les événements extérieurs. C'est dans cet ordre, en fait. Ouais, Ce que je veux dire, c'est que d'accord. ça va dans ce sens. Ce qui fait que la condition qu'on s'impose est d'autant plus raide vis-à-vis par rapport à nous-mêmes, Ouais. que l'on est détaché d'une conscience intérieure de ce à quoi ça nous renvoie en nous, comme tension, comme peur non résolue, blessure laissée sous le tapis, ou tout ce qu'on veut. Voilà, ces deux points, mais du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est l'état intérieur qui va conditionner aussi ce qui va se passer en dehors de nous, en fait. Donc Exactement. Exactement. Et ça, je le vois beaucoup en astro quand il y a des aspects de tension, des carrés, des trucs qui sont difficiles. Je regarde ce que souvent la personne va parler de cette tension en ramenant un événement. Ouais. Je suis en conflit avec ma mère, avec mon père, avec mon voisin, avec je sais pas quoi. Et le travail pour moi, c'est de comprendre à quoi ça correspond intérieurement comme état de tension pour pouvoir modifier cet état de tension pour libérer le conflit à l'extérieur. Donc, la condition, pour revenir au thème, la condition extérieure est une manifestation d'une tension intérieure. C'est ça. Et modifier la tension intérieure ou intégrer quelque chose par rapport à ça, le comprendre, le restructurer, va modifier la condition extérieure. Et quand on le fait collectivement, c'est génial, parce que c'est toute la société qui évolue. Oui. Merci, c'est chouette ça. Et du coup, vous avez évoqué tout à l'heure de témoigner aussi de ce que vous vivez avec vos nœuds en ce moment, qui vous demandent ce saut dans le vide. Donc, peut-être revenir là-dessus. C'est intéressant d'avoir un exemple concret. Ouais, et avec un point important en préambule qui est que avec notre fonctionnement occidental, rationnel, on a une tendance à toujours rechercher à s'améliorer de manière linéaire, comme ça, ce qui est une aberration, en fait. L'astro est très intéressante pour ça parce que quand vous regardez un thème astral, tout est cyclique. Et c'est une vraie évolution, cette mise en conscience, parce que pendant très longtemps, on a fait des thèmes carrés en Occident. Et pas qu'en Occident, en Inde aussi, je crois, ils ont des thèmes qui sont carrés, hyper simplifiés, avec des triangles qui représentent les maisons. Mais c'est dans un carré, on met le signe, etc. Et c'est pas si vieux que ça que l'on ait commencé à représenter les thèmes de naissance sous la forme d'un rond. Et c'est vraiment une prise de conscience, c'est le début d'une prise de conscience que le chemin de l'évolution, il est cyclique. Il n'est pas droit, il n'est pas linéaire. Donc,
Donc, quand on a un parcours à faire de vie, sur quel que soit le sujet, on va le vivre dans des phases qui sont différentes, où certaines phases vont nous amener à faire des grands sauts dans le vide, et d'autres vont au contraire nous permettre de nous réasseoir sur des fonctionnements qui sont plus rassurants, qu'on fera évoluer plus tard, etc. Et je pense qu'on peut prendre tous les cycles en astro, on va toujours retrouver ces deux étapes, une étape involutive, une étape évolutive. Même sur le plan cosmique général, quand on regarde la grande année de 26 000 ans, 26 ou 24, je ne sais plus exactement, c'est pareil quand on dit qu'on arrive dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire que on est en train de passer en fait dans un cap, de finir une étape involutive qui va nous amener vers une étape d'évolution vers la lumière, sur des cycles de 12 000 ans, etc. Enfin, des demi-cycles de 12 000 ans. Donc, ce phénomène d'évolution cyclique qui fait que de temps en temps, on va faire des actes, pour moi, qui sont héroïques, de faire ce saut dans le vide par rapport à une pression qui augmente un mode de fonctionnement qui ne peut plus être et qui a besoin de partir dans quelque chose de totalement nouveau. C'est pas quelque chose qu'il faut regarder comme un aboutissement dans le sens de atteindre un but final. Il n'y a pas de point final. Il y a une expérience. Et l'expérience, on l'a fait avec des circonvolutions. Et ces circonvolutions nous amènent à revivre de différentes manières des grands sauts dans le vide. Et donc, dans le chemin de vie, mais encore une fois, hein, on peut prendre tous les cycles des astres et tout ça. Oui, parce que il y a les cycles de Saturne. Déjà, voilà. Saturne, c'est puissant. À 30 ans, on vit des gros changements, quoi. 30 ans, on vit des gros changements. Ouais. C'est là que ça a tout pété, d'ailleurs. C'est à la fin du retour de Saturne, à l'arrivée de Saturne. C'est là où voilà, il y a des responsabilités à prendre, il y a des choses, mais quand on comprend, ça mène du sens et ça, d'un coup, ça devient un peu plus doux, quoi. On se dit, c'est normal, en fait. C'est un moment, justement, où je dois remettre les choses un peu en question, je dois faire le bilan. Oui. Et avec un peu d'humilité, on comprend aussi qu'on ne pouvait pas le faire avant. Aussi, voilà, ouais. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est vraiment cette construction de sagesse autour de l'astro qu'on peut faire, qui est d'être dans une prise de conscience que nous avons des conditionnements qui sont construits avec des cycles et qu'on vit dans des processus qui nous font maturer notre propre expérience à certains rythmes et que ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. C'est ça. Mais on peut être heureux à chaque étape si on se dit qu'on est dans ce chemin et qu'on en accepte la construction. Donc oui, en ce moment, je m'approche de la fin du 3e cycle des nœuds lunaires. Donc j'ai 55 ans. C'est un cycle qui se termine vers 55 ans et 10 mois. Et je me retrouve dans une répétition d'un grand saut à faire dans le vide qui va consister pour moi, qui consiste déjà, enfin, qui se construit depuis plusieurs années. Donc il s'est mis en place avec le fait de quitter un travail et de me consacrer qu'à l'astro il y a une année à peu près. Et là, il se poursuit dans le fait qu'il faut que je quitte le lieu où je suis aujourd'hui, depuis 20 ans, enfin un peu moins de 20 ans. Et que je ne sais pas où je vais, mais je dois partir. Donc là, j'ai fait Sploink avec beaucoup d'appréhension, hein, parce que je fais ça dans un contexte économique où je ne sais pas où on va, mais je ne peux pas faire autrement. Mon nœud sud, il est en maison 5, mais bon, à quelques minutes près, changement de système de domification, il pourrait être en maison 4, en scorpion. J'ai beaucoup de scorpions dans la maison 4, donc de toute façon, il lit la 4 et la 5.
Mm. Même il est sur la cuspide de la 5 dans ma domification, mais je suis assez souple là-dedans parce que je Mm. pense on n'a pas encore la connaissance précise de la domification. Mm. C'est quelque chose qui viendra peut-être plus tard. Et, et donc, je vois en ce moment, il y a vraiment une urgence pour moi de quitter mon lieu de vie et de me projeter beaucoup plus dans le monde, dans ma vie professionnelle, plutôt que d'essayer de me rassurer euh, dans, dans, dans mon lieu de vie Mm. actuel, en fait. Il faut que je transforme ça. Ok. Et, et bon, il y a plein d'implications autour. Et c'est un très, très, très gros saut dans le vide, voilà, Mm. pour moi. Je, je, je vends ma maison sans savoir où je vais habiter, Oui, je sans l'ai en dit. avoir une. Ouais. Ouais, donc évidemment, le confort de l'habitation, là, il est touché. Oui. Marrant, mais moi, en fait, juste pour ceux qui nous écoutent, les cycles de lunaire, c'est 18 ans et demi à peu près, hein, je pense, c'est ça, si je dis pas Ouais, de c'est ça. bêtises. 18 ans et demi. Donc on en a un à 18 ans et demi. Moi, je suis à 30, là, je vais avoir 38 ans cette année, donc j'ai fait mon retour de nœud, mon deuxième cycle là. Mhm. Donc c'est pareil, on voit bien que c'est des années qui sont puissantes, quoi, parce que c'est, voilà, moi, justement, mon nœud est en Sagittaire, mon nœud sud est en Sagittaire Mm. mon nœud nord en Gémeaux. Donc voilà, en ce moment, il est là pour tout le monde aussi. Et en 9 et 3. Donc il y a ce retour aussi, moi, au quotidien, à vivre les choses dans l'instant, à pu avoir des visions très, tout ce que vous avez évoqué hein, sur le nœud lunaire, c'est très parlant hein, sur le fait de lâcher un peu les objectifs et le cap de la boussole là qui dit je vais par là et d'accepter l'imprévu et puis juste le lien avec les gens qui m'entourent et qui le faire avec l'ici et maintenant dans la joie le plaisir voilà c'est un vrai apprentissage mais ça va je m'en sors pas trop mal je trouve et ce que je fais là un peu Et, m'aide à ça en fait. Hein. Ce que je fais là ouais, pour moi, enfin je sais pas si je me trompe, mais de l'ordre d'un nord en Gémeaux, c'est-à-dire je suis dans l'échange, voilà, je oui. faisais voilà, c'est ce truc qui me nourrit au quotidien et qui me fait grandir aussi, ce qui satisfait mon Sagittaire, hein, bien sûr, Mm. mais qui fait que je suis dans l'instant, quoi. Je suis ici maintenant avec ce que je vis et ouais, je cherche moins à aller en quête de quelque chose d'illusoire aussi. Hein. Il y avait beaucoup ça chez moi. Mais... Il y a un truc un peu étonnant, c'est que quand on accepte l'appel du nœud nord, Mm, donc pour vous, ce que vous faites en ce moment, c'est assez juste dans votre analyse. Et puis, je ne sais pas depuis quand vous avez mis en avant cette idée de la grenouille. c'était en On est tous des grenouilles. c'était en 2015. Mm. Ouais, mais ça, je trouve que ça y participe aussi. C'est quelque chose de très léger et assez Mm, ludique, tout à fait. d'être, de construire et d'élaborer autour de cette image. Mm, C'est, donc en fait, quand on accepte l'appel du nœud nord, c'est c'est comme si vous ouvriez un canal d'énergie qui était bouché, parce que mm, le nœud nord, c'est quelque chose qu'on refuse pendant longtemps, on le rejette, il mm. y a une peur de ce qu'il y a derrière. Et quand vous ouvrez une canalisation qui est bouchée, ça fluidifie de bout en bout, en fait. C'est ça. Et le nœud sud retrouve son fonctionnement naturel. C'est-à-dire que au lieu de devenir une espèce de concrétion, une fixation, un truc sur lequel on est bloqué, mais qui n'arrive plus à fonctionner parce qu'à force d'en mettre dedans, ça peut plus, ça peut plus bouger. Ouais. Euh, Accepter ce Mm, saut dans le vide, en fait, remet tout en circulation. ouais. Donc, il y a pas d'incohérence pour vous à dire euh, j'ai fait ce saut, je suis dans cette énergie de communication avec les gens, de rentrer dans le ludique, et en même temps, ça me nourrit intérieurement dans ma quête individuelle. Vous Mm, voyez? tout à C'est fait. pas, c'est pas antinomique. Non. C'est au contraire très,
C'est un bon signe. L'exemple que je donne pour ça, c'est Victor Hugo. Mhm, Victor Hugo, il avait un chemin de vie qui allait de la maison 11 en Vierge vers la 5 en Poisson. mhm, Et en fait, il a été très préoccupé par son image publique. C'était un homme politique. C'était quelqu'un qui avait besoin d'une reconnaissance sociale importante. mhm. Et d'ailleurs, à un moment, la vie l'a amené à partir en exil. Donc, ça lui a été interdit à un moment où il ne pouvait plus fonctionner, que quelque chose devait évoluer. Et en même temps, il avait mis de côté euh, euh, son histoire amoureuse, Mhm. sans la mettre de côté complètement, mais il avait une femme, mais son véritable amour, c'était une maîtresse qui vivait à côté de lui, mais jamais avec lui. D'accord. Et, euh, et à la fin de sa vie, en fait, il a accueilli cette maîtresse dans son foyer quand sa femme est décédée, en écrivant à ses enfants une petite lettre émouvante de lui, en lui disant que c'était une femme qui l'avait sauvée, donc il demande à ses enfants de l'accueillir, cette femme-là. Mhm. Et donc, il rentre vraiment dans sa maison 5, Cinq. c'est-à-dire en rentrant dans l'amour, l'affectif, vraiment de reconnaître ses besoins sur le plan affectif et d'intégrer l'amour dans sa vie. Mhm. Et en même temps, il devient un être honoré par la nation qui, en fait, c'est peut-être pas le seul, mais un des rares exemples dans l'histoire de France d'un individu dont on a rebaptisé la rue de son nom, de son vivant. Mhm. Donc, Ouais, on a la rue Victor Hugo, ou le cours, ou le boulevard, je ne sais pas, à Paris. C'est là où il habitait. d'accord. Et c'est de son vivant qu'il a eu cette reconnaissance-là, avec un défilé de centaines de milliers d'écoliers sous sa fenêtre. Non, quand même. En fait, il a eu les deux. Mhm. Et, Finalement. mais ce qui débloque, c'est d'abord le fait de répondre à l'appel, de déboucher ce truc, quoi, de faire Mhm. ce saut dans le vide. Waouh, c'est génial. Et c'est passionnant. Les luminaires, j'ai découvert ça avec vous sur Mm. votre blog et à chaque fois que j'écoute vos entretiens, quand vous en parlez, c'est top. Vraiment, c'est vrai que c'est une belle clé de compréhension et d'acceptation aussi de notre de plus rejeter ce vers quoi on doit aller et de s'y jeter pleinement en ayant confiance. La lecture astro aide aussi à se dire bon allez, je peux faire ça quoi. Tu sais, normalement c'est voilà, c'est Oui. je peux y aller, je peux m'autoriser en fait. Ça donne un peu le Ouais. passeport. Ce- euh, pour moi, c'est pas je dois. Il n'y a vraiment pas de. Il y a vraiment tout ce vocabulaire Mmh, d'obligation, de devoir, ouais. à évacuer. Euh, et ce qui m'intéresse dans la lecture du thème, pour comprendre ces moments de vie qui sont compliqués, euh, c'est de pouvoir identifier la peur qui est cachée Qui est derrière. caché derrière. Mmh, Et donc d'accepter la peur, en fait. mmh, mmh. De ne plus être en train de lui résister, parce qu'en fait, si on est, tant qu'on n'a pas rentré en conscience la peur que représentent ces passages dans la vie qui sont super importants, on est face à un monstre. Mmh, Mais un monstre qu'on ne connaît pas trop. On se dit, si je fais un pas par là, il va me sauter dessus. Euh, et c'est ça qui tétanise, en fait. mmh, Ça mmh. tétanise. Et quand euh, on identifie ce monstre, cette peur, et c'est un travail qu'on peut faire toute une vie, et puis qui va se présenter avec sous différentes formes, en fait. Ben, euh, pour moi, ça aide à prendre conscience que le pas qu'on a à faire, ce n'est pas revenir en arrière sur cette peur, mais euh, la traverser, en fait, la Mmh, transcender, en fait. mmh. Pour moi, la transcendance, elle est là.
La notion de transcendance dont on entend beaucoup parler, avec peut-être des techniques et des outils de trans ou de trucs, de tout ce qu'on veut, il n'y a pas plus puissant comme transcendance dans ce que j'observe de la vie que de répondre à cet appel du nœud nord et dire j'ai la trouille, mais j'y vais. Mais ça me fait penser, je vois avec ma fille, par exemple, qui va vivre une forte peur. Par exemple, elle va prendre le vélo et elle va avoir peur de faire le vélo. Et qu'on prend le temps d'accueillir juste cette peur, quoi, d'être là, oui, t'as peur, mais voilà, à un moment donné, ça va développer, mais là, t'as peur, donc on accueille les émotions qui viennent de la peur. Ça dure ce que ça dure, ça peut durer 1 minute, 1 heure, 3 jours, peu importe. Mais je vais pas l'aider à aller sur son vélo parce que c'est à elle de prendre cette initiative et de sentir qu'elle en est capable. Je l'ai testé, hein. C'est magique parce que en fait, si je la laisse vivre son émotion à elle et sa peur à elle, et vraiment de la traverser, que je suis là pour la soutenir, et ben quand tout est accueilli, je vois ma fille qui prend son vélo et qui s'en va sans aucun problème. Et là, je me dis, ouais, et avec les enfants, ça fait un peu on-off, quoi. Quand ils sont à l'âge où elle est, voilà, 3 ans, ça peut durer 5 minutes de grands pleurs et après, la vie est redevenue super joyeuse et je suis capable de reprendre mon vélo parce que voilà, c'est cool. Je trouve qu'ils sont d'une grande enseignement pour ça, c'est qu'ils ne restent pas sur ce qui s'est passé et ils l'ont traversé et ils y vont et après, ça y est, il y a quelque chose qui a été libéré. Et je trouve que ils illustrent bien, je trouve, les enfants quand on arrive à les accompagner là-dessus. Ils nous montrent ce que c'est que de traverser ces émotions-là et ensuite d'avoir la capacité de retrouver la ressource en fait à l'intérieur de soi pour pouvoir faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire un quart d'heure avant, quoi. Ouais, c'est assez magique. Ouais. Oui, cette notion de traverser nos peurs, pour moi, c'est un acte d'évolution qui est fondamental. Parce que ça nous demande de faire de tout lâcher en fait et de revenir à un état primordial ou d'accepter de revenir à un état primordial qu'on aimerait bien atteindre par des pratiques, mais tout en étant super dans le contrôle de tout ce qui pourrait nous faire peur et nous emmerder. Donc ça, on sait très bien faire dans le développement spirituel. On a des tas de pratiques pour aller atteindre je ne sais quel état magico-machin, mais sans lâcher, en étant toujours dans le contrôle. Et ça me fait revenir à cette idée de conditionnement, en fait. C'est nos conditions de vie nous amènent à un point où pour évoluer, il faut sauter dans le vide. C'est ça. Et donc, faire l'expérience de tout abandonner et revenir à cet état primordial et puis redevenir un être libre, mais qui doit faire confiance à la vie. Ou alors, je me mets en résistance et je souffre. Et en fait, finalement, les conditions, elles servent à ça. Ouais. On pourrait dire ça. Servent, finalement. Elles sont à notre service. Oui. Hein, elles nous servent à nous mettre en pression pour nous amener au point où on va tout pouvoir abandonner. Pas abandonner au sens de en avoir rien à faire, c'est plutôt
laisser nos résistances et accepter de n'être que pour ce que l'on est en sautant dans le vide. Et oui, nos conditions, elles nous servent, bien sûr. C'est bien. Et... Pardon, allez-y. Non. Oui, et je repensais à mon exemple personnel. Ouais. Le fait que ce que je vis aujourd'hui me mette face à une grande peur est lié à toute ma condition de vie antérieure. Oui. Depuis petit, depuis mon vécu par rapport à la famille, par rapport au foyer, etc., etc. Il y a tout ça, c'est mes conditions en fait, c'est ce qui a conditionné mes peurs existentielles. Et aujourd'hui, je suis dans un état entre une très grande excitation et cette peur qui est encore là, mais une espèce de ressenti, je vais dire ça comme ça, ça va être super, mais putain, ça me fait peur. C'est ça. C'est toute l'ambivalence de la situation. Il y a la nécessité de traverser ça, et en conscience, c'est plus simple. On souffre moins, en général. Ouais, voilà. Et peut-être l'astro, ça sert à ça. De pouvoir mettre ça en conscience, c'est-à-dire de pouvoir mettre des mots, de pouvoir en discuter aussi, parce que c'est le relier, identifier et comprendre que c'est une étape. C'est une étape, ouais. Waouh! Bon, je pense qu'on peut arrêter ici sur ces belles, surtout sur cette phrase, nos conditions de vie nous servent. Je trouve que c'est précieux parce que ça renverse toute la mécanique d'être contre quelque chose et en colère contre quelque chose. Je suis conditionnée, je me suis fait avoir. Non, de toute façon, on vit sous conditions, la vie. Donc, comment je les utilise à mon profit à moi et que je les mets qu'elles me servent à mon évolution. Donc, je trouve ça chouette comme finish. Ouais, aussi. Merci Tristan de tout ça. Merci beaucoup, Sophie. J'espère revivre ce genre d'échange très, très, très constructif. Avec grand plaisir. Suivi.